Pour que la mort d'Albertine eût pu supprimer mes souffrances, il eût fallu que le choc l'eût tuée non seulement en Touraine, mais en moi. Jamais elle n'avait été plus vivante. Pour rentrer en nous, un être a été obligé de prendre la forme, de se plier au cadre du temps. Nous apparaissant que par minutes successives, il n'a jamais pu nous livrer de lui qu'un seul aspect à la fois, nous débiter de lui qu'une seule photographie. Grande faiblesse sans doute pour un être, de consister en une simple collection de moments. Grande force aussi, il relève de la mémoire, et la mémoire d'un moment n'est pas instruite de tout ce qui s'est passé depuis. Ce moment qu'elle a enregistré dure encore, vit encore, et avec lui, l'être qui s'y profilait. Et puis cet émiettement ne fait pas seulement vivre la morte, il la multiplie. Pour me consoler, ce n'est pas une, c'est d'innombrables Albertines que j'aurais dû oublier. Quand j'étais arrivée à supporter le chagrin d'avoir perdu celle-ci, c'était à recommencer avec une autre, avec 100 autres. Alors ma vie fut entièrement changée. Ce qui en avait fait, et non à cause d'Albertine, parallèlement à elle, quand j'étais seule, la douceur, c'était justement à l'appel de moments identiques, la perpétuelle renaissance de moments ainsi. Par le bruit de la pluie m'était rendue l'odeur des lilas de Combray, par la mobilité du soleil sur le balcon, les pigeons des Champs-Élysées, par l'assourdissement des bruits dans la chaleur de la matinée, la fraîcheur des cerises. Le désir de la Bretagne ou de Venise, par le bruit du vent et le retour de Pâques. L'été venait, les jours étaient longs, il faisait chaud. C'était le temps où de grands matins, élèves et professeurs vont dans les jardins publics, préparer les derniers concours sous les arbres, pour recueillir la seule goutte de fraîcheur que laisse tomber un ciel moins enflammé que dans l'ardeur du jour, mais déjà aussi stérilement pur. De ma chambre obscure, avec un pouvoir d'évocation égal à celui d'autrefois, mais qui ne me donnait plus que de la souffrance, je sentais que dehors, dans la pesanteur de l'air, le soleil déclinant mettait sur la verticalité des maisons, des églises, un fauve badigeon. Et si Françoise, en revenant, dérangeait sans le vouloir les plis des grands rideaux, j'étouffais un cri à la déchirure que venait de faire en moi ce rayon de soleil ancien, qui m'avait fait paraître belle la façade neuve de Briqueville l'Orgueilleuse, quand Albertine m'avait dit « Elle est restaurée ». Ne sachant comment expliquer mon soupir à Françoise, je lui disais « Ah, j'ai soif !» Elle sortait, rentrait, mais je me détournais violemment, sous la décharge douloureuse d'un des 1000 souvenirs invisibles qui à tout moment éclataient autour de moi dans l'ombre. Je venais de voir qu'elle avait apporté du cidre et des cerises. Ce cidre et ces cerises qu'un garçon de ferme nous avait apportés dans la voiture, à Balbec, espèces sous lesquelles j'aurais communié le plus parfaitement jadis, avec l'arc-en-ciel des salles à manger obscures par les jours bruns. Alors je pensais pour la première fois à la ferme des Écors. Et je me dis que certains jours où Albertine me disait à Balbec ne pas être libre, être obligée de sortir avec sa tante, elle était peut-être avec telle de ses amies dans une ferme où elle savait que je n'avais pas mes habitudes. Et où, pendant qu'à tout hasard je m'attardais à Marie-Antoinette, on m'avait dit « Nous ne l'avons pas vue aujourd'hui ». Elle usait avec son amie des mêmes mots qu'avec moi quand nous sortions tous les deux. Il n'aura pas l'idée de nous chercher ici, et comme cela nous ne serons pas dérangés. Je disais à Françoise de fermer les rideaux, pour ne plus voir ce rayon de soleil. Mais il continuait à filtrer, aussi corrosif dans ma mémoire. Elle ne me plaît pas, elle est restaurée, mais nous irons demain à Saint-Martin-le-Vêtu, après-demain à... Demain, après-demain, c'était un avenir de vie commune, peut-être pour toujours, qui commence. Mon cœur s'élance vers lui, mais il n'est plus là. Albertine.